Vous savez très bien pourquoi je fais cette vidéo. Il y a quelques jours, Marco Reus a annoncé son départ du Borussia Dortmund après 12 ans passés là-bas, et j'ai l'impression qu'au-delà du coup de vieux terrible que ça a mis à tout le monde, une sorte de tristesse générale a entouré cette annonce. Pourquoi ? Parce que Marco Reus était parmi les joueurs les plus doués du monde au début des années 2010 et qu'il n'a jamais pu exprimer tout son potentiel sur la durée, à cause notamment de blessures à répétition. Du coup, je me suis demandé, y a-t-il d'autres joueurs comme ça, peut-être un peu moins connus et médiatisés que l'allemand, dont la carrière aurait pu aller beaucoup plus haut, sans parler des Diaby, Gourcuff, Jack Wilshere ou Pato qui sont aussi des destins relativement connus. Voici l'histoire de 7 footballeurs qui, objectivement, méritaient mieux. Je vais commencer cette liste avec quelqu'un que tout le monde connaît plus ou moins. En 2019, Lassana Diarra annonce qu'il arrête sa carrière. Après une dernière saison au PSG, une nouvelle bien triste, une retraite par la petite porte pour un joueur qui en 16 ans de carrière n'aura disputé que 370 matchs professionnels. Ça a fait à peu près 23 matchs de moyenne par saison, ce qui est pas beaucoup étant donné le talent qu'avait Lassana Diarra. Le Français qui a commencé en Ligue 2 au Havre en 2004, pouvait assurer aussi bien un rôle de milieu défensif, là où on l'a vraiment connu notamment au Real, mais aussi dans une position de latéral droit. S'il est présent dans cette liste, c'est que, selon moi, et visiblement selon beaucoup de personnes, sa carrière ne rend pas du tout hommage à ce qu'il dégageait sur le terrain, et aux quelques souvenirs qu'on a de lui à Chelsea, au Real ou à l'OM. Dans la cité phocéenne d'ailleurs, il avait atteint un niveau exceptionnel qui a rappelé à tout le monde l'immense talent qu'on lui avait prédit lors de son arrivée à Chelsea en 2005. Lassana, you are playing well. Disciple de Claude Makelele, à la base même poste, même taille, même style, Lassana Diarra a surtout enchaîné les mauvais choix de carrière. Parti peut-être un peu tôt en Angleterre, après une seule saison en Ligue 2, enchaînant les passages dans les clubs comme Arsenal, Chelsea ou Portsmouth, qu'il utilisait peu. Là, ça a mis du temps à vraiment trouver sa place. Pourtant, à chaque apparition, il marquait les esprits. Je regrette d'avoir perdu un joueur vraiment de qualité, parce que je pense qu'il appartient au haut niveau. J'ai besoin de jouer pour moi. Après, certaines personnes vont dire que peut-être que j'ai fait une erreur en venant ici. Je pense pas que j'ai fait une erreur. Quand le Real va le chercher en 2009 et qu'il se met enfin à montrer régulièrement tout ce qu'il sait faire, on croit que la machine est enfin lancée. Avec Mourinho, j'ai eu mes plus grandes joies, mais j'ai eu mes plus grandes peines aussi. C'est dur le foot. Et il faut se battre, c'est une remise en question quotidienne. Et c'est ça que j'aime. C'est pas parce qu'on se connaît, ça fait longtemps, parce qu'il est venu me chercher tôt, que je vais te faire des cadeaux. Tu sais que le foot, c'est un milieu impitoyable. Mais la Maison Blanche et sa politique de rotation au milieu va finir par le manger. Lassana disparaît en Russie, le début de la fin déjà pour lui. Il y a donc des choix de carrière compliqués, comme ce passage en Russie avec des problèmes de contrat, mais une certaine malchance également avec des blessures qui l'empêchent de participer au Mondial 2010 et à l'Euro 2016. La carrière de Diarra, on peut le dire, est un vrai gâchis et laissera pour l'équipe de France et pour pas mal de clubs un petit goût d'inachevé. Lassana semblait parfois si fort, à plusieurs postes en plus, mais le football reste cruel et son histoire l'illustre parfaitement. Alors, ça va peut-être vous surprendre de voir le nom de Phil Jones dans cette vidéo, car l'anglais a plutôt l'habitude d'être vu dans des compilations de buts contre son camp. On va pas se mentir, il y a quelques extraits qui font pas trop plaisir à voir. Sauf qu'à la base, Phil Jones, c'était surtout l'un des plus grands espoirs du football anglais quand il explose à Blackburn entre 2009 et 2011, alors qu'il a à peine 18 ans. Yeah, I think I've progressed really well. I've enjoyed playing in the under-21s, played 2 games in the qualifiers and we had to win them both. We won that one. Repéré forcément par Manchester United, qui prépare doucement l'après Rio Ferdinand, le jeune Phil débarque à Old Trafford et rapidement il prend ses marques. Sir Alex apprécie beaucoup ce profil de joueur qui joue plutôt comme défenseur central, mais qui peut dépanner latéral droit ou même comme numéro 6. Jones a vraiment un profil ultra complet qui est bien pratique pour les Red Devils. D'ailleurs en 2013, quand Manchester est sacré champion, Sir Alex s'emporte un peu et lâche une petite phrase presque anodine qui va longtemps résonner comme un fardeau. Jones, you saw Jones tonight. You know, arguably, the way he's looking, he could be our best ever player. À l'époque, tout le monde croyait en lui, Bobby Charlton, Capello, Sir Alex. L'anglais était voué à devenir un très grand nom du football anglais. Mais 10 ans plus tard, à l'annonce de sa retraite, la réalité malheureusement est bien différente. Le défenseur anglais si prometteur a surtout traîné une réputation de défenseur maladroit, usine à moquerie à même à CSC, des vidéos qui ont tapé plusieurs millions de vues à chaque fois. Tout ça à cause de terribles blessures.
car Phil Jones, dès ses débuts à Blackburn puis à Manchester, a toujours été fragile et on estime qu'il aurait manqué 210 matchs avec Manchester de 2011 à 2021, soit une absence totale cumulée de près de 3 ans. Le tibia, le dos, le pied, la cheville, le mollet, tous les muscles y sont passés et Phil Jones a vu peu à peu sa carrière être freinée. En 2020, une très grosse blessure au genou l'a presque éloigné des terrains pendant 2 ans et a préparé sa retraite anticipée à la fin de la saison dernière. Malgré tout, Jones reste extrêmement apprécié par les supporters de United car à chaque fois qu'il revenait de blessure, il était vraiment performant et surtout, il donnait tout ce qu'il avait pour le club. L'anglais clairement mouillait le maillot et ça, forcément, les supporters adoraient. Fans that day were incredible. The love that they showed for me that game, the passion that they showed was, sensational. Voilà pour le petit clin d'œil à Phil Jones, objet de toutes les moqueries, mais surtout espoir éternel du football anglais qui peut-être, dans un autre monde, aurait pu devenir un très grand. On reste en Première Ligue pour parler du cas d'Eduardo da Silva, un profil offensif qui doit faire plaisir à nos chers amis supporters d'Arsenal. Nous sommes en 2007 et les Gunners justement viennent de perdre Titi Henry, parti du côté de la Catalogne dans l'espoir de remporter la Ligue des Champions. Face à un défi monstrueux, celui de remplacer le plus grand joueur de l'histoire du club, Arsenal jette son dévolu sur Eduardo da Silva, un jeune croate originaire du Brésil qui vient de martyriser complètement le championnat croate avec le Dinamo Zagreb. 47 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, y compris un petit but contre Arsenal justement. Eduardo a fait très mal et a surtout fait parler de lui dans les plus grands championnats européens. À 25 ans, Eduardo découvre alors la Première Ligue, tout se passe bien malgré la pression de devoir remplacer le grand Titi. Arsène Wenger a confiance dans ce joueur croate qui montre de très belles choses lors de ses débuts. Sauf qu'en février 2008, soit 9 mois après son arrivée dans la capitale anglaise, Eduardo se fait découper par l'immonde Martin Tyler de Birmingham. Les crampons arrachent tout ce qu'il y a sur le passage. Carton rouge direct, intervention des médecins immédiate, le Croate passe tout près de se faire amputer la jambe et sa carrière, pourtant si bien lancée, est stoppée d'une manière terrible. Victime d'une double fracture du tibia péroné, il rate déjà l'Euro 2008 avec la Croatie alors qu'il avait été monstrueux lors des éliminatoires. Et surtout, il rate une grosse partie de la saison 2009. À son retour évidemment, le joueur n'est plus le même. Il a perdu un peu de sa magie et dispute quelques bouts de match avant de retrouver un peu sa place lors de l'exercice 2009-2010. Avec 6 buts en 32 matchs disputés avec les Gunners, très loin de ses standards d'antan. Eduardo comprend que l'aventure doit s'arrêter pour lui, malgré les promesses et malgré l'amour que les supporters d'Arsenal portaient pour lui. La suite, elle se fera principalement au Shakhtar en Ukraine, une équipe avec laquelle il reviendra à l'Emirates et se fera chaleureusement ovationner par tous les fans des Gunners. Après un passage rapide au Brésil à Flamengo, il retourne en Ukraine et termine finalement sa carrière en 2019 au Legia Varsovie. Dans l'anonymat le plus complet, Eduardo a rendu les crampons, loin d'Arsenal, des paillettes, loin du niveau qu'il avait atteint en 2007. J'ai commencé la vidéo en parlant de lui, donc forcément, je voulais aussi faire un petit passage sur Marco Reus, légende absolue du Borussia Dortmund. Lui aussi, sa carrière a été traînée par des blessures, qui l'ont écarté des terrains pour la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022. À la fois, tout ça, ça fait déjà beaucoup en termes de malchance, mais à la fois, c'est un peu compliqué de le mettre dans ce genre de vidéo qui laisse penser que sa carrière n'est pas extraordinaire non plus. Petit rappel au passage, l'Allemand, 3 fois meilleur joueur de Bundesliga, est impliqué dans presque 400 buts en carrière, dont 230 buts marqués, un total assez faramineux pour un ailier / numéro 10, qui plus est souvent blessé.
À ses débuts, Marco Reus était l'un des plus grands espoirs de cette Mannschaft ultra jeune. Toute cette génération 88-89 avec Thomas Müller, Mesut Özil, Toni Kroos, Jérôme Boateng ou encore l'oublié Marco Marin. Au Borussia Mönchengladbach, Marco explose entre 2009 et 2012. Ce n'est pas un vrai buteur et pourtant, il termine 4e meilleur buteur de Bundesliga en 2012. Le mur jaune l'attend à Dortmund pour continuer son ascension. Les 2 premières saisons là-bas sont déjà magnifiques, entre une finale de Ligue des Champions disputée et des statistiques individuelles assez dingues pour un ailier gauche. Marco est bien sur sa lancée, mais les premiers signaux d'un corps fragile commencent à se faire sentir. En 2017, à 26 ans, l'ailier allemand avait déjà subi près de 40 blessures et la liste a continué à s'étendre. Very sad. They've been one of my favourite players, a lot of people's favourite player, and he's always been unlucky. He missed that World Cup when they won the World Cup. He would have had a World Cup medal. Have had so many injuries, and he was back to his form after last season, and then this happening again. Malgré tout, quand il revient, à chaque fois, Reus était presque toujours performant. En 2019, il sort une saison monumentale. En 2022, il est impliqué dans 35 buts en 44 matchs. L'impression de gâchis est amplifiée par l'immense talent qu'on redécouvre à chacun de ses retours. Et justement, en 2022, le coup de grâce est porté quand Marco, en pleine forme, est prêt à disputer la Coupe du Monde au Qatar, se brise violemment la cheville quelques semaines avant le début du tournoi. Pire que la malchance, l'acharnement d'un corps qui ne l'a jamais laissé respirer. Les anecdotes sur cette fragilité physique, malheureusement, il y en a plein. Par exemple, en 2010, lors de ses premières convocations avec la Mannschaft, à 5 reprises, il est retenu en sélection. À 4 reprises, il doit renoncer à cet appel, car son corps le lâchait déjà. À l'époque, il avait 20 ans. L'histoire d'une carrière magnifique, mais presque vierge de trophées. L'histoire d'un joueur adoré à Dortmund qui va bientôt tirer sa révérence. Mein halbes Leben habe ich diesem Club gewidmet, eine Menge Höhen und Tiefen erlebt, aber mehr Höhen meiner Meinung nach. Autant les premiers noms étaient plutôt connus avec tous des histoires un peu différentes, autant celui-ci je pense que ça ne parle pas à grand monde. Si je vous dis que Tadeusz Cizowski est le dernier joueur à avoir marqué un quintuplé avec l'équipe de France, qu'il est le recordman de triplé en première division française et qu'il est toujours le 7e meilleur buteur français de toute l'histoire. Et si son nom ne vous dit toujours pas grand chose, c'est en partie parce que la carrière de Cizo a été marquée par des grosses fractures à la jambe. À l'époque de Raymond Kopa, Ballon d'Or et star du Real Madrid, et de Jules Fontaine, meilleur buteur de l'histoire sur une Coupe du Monde, Tadeusz n'a jamais pu participer à un seul mondial, car il était souvent blessé. Sur le terrain, il n'avait peur de rien ni de personne, et ça justement, ça lui a peut-être joué quelques tours. L'épopée de 58 où la France de Fontaine, Kopa et Piantoni échoue en demi-finale face au Brésil, ça devait être son mondial. Il était double meilleur buteur du championnat en titre, avec 31 et 33 buts marqués. C'était le vrai numéro 9 qui marquait d'un peu partout. Dressen renvoie, mais Cizowski, encore lui, marque son 5e but. Et la France bat la Belgique par 6 buts à 3. Mais sans palmarès, sans titre, sans aucune empreinte laissée avec les Bleus dans une grande compétition. Le nom de Cizowski ne ressort plus vraiment, et c'est justement pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'images, donc forcément c'est compliqué d'illustrer tout ça, mais voilà, je voulais simplement évoquer l'un des attaquants français les plus brillants dans les années 50 avec le FC Metz et surtout au Racing Club de France. Je le disais en introduction, Tadeusz Cizowski a eu tout de même sa petite notoriété et laisse derrière lui ce quintuplé contre la Belgique en 56, peut-être le plus beau moment de sa carrière. Bon, avant de commencer, il faut bien rappeler que Deulofeu a beau s'appeler Gérard, c'est bien un joueur espagnol tout comme l'ancien compagnon de Shakira. Gérard Deulofeu était l'un des plus gros espoirs du FC Barcelone au début des années 2010. Meilleur joueur de l'Euro U19 en 2012, mais à chaque fois qu'il a semblé enfin exprimer tout son potentiel, son corps en a décidé autrement. Trimballé de près en près, à droite et à gauche par le Barça, à Everton, à Séville, à Milan. Oh, go on. Give us the definitive. Sorry? Deulofeu. Yes. Deulofeu explose enfin en 2018 à Watford, alors qu'il n'a toujours que 24 ans à l'époque. Impliqué dans 15 buts de Premier League, il brille en Angleterre, il a enfin trouvé une équipe dans laquelle il peut montrer tout ce qu'il sait faire. Mais
Mais dès l'année suivante, quelques semaines avant l'apparition du Covid, l'Espagnol se fracasse les ligaments croisés contre Liverpool. Au-delà d'une simple rééducation, le genou est sévèrement touché. Même quand il revient sur les terrains en Italie avec l'Udinese, son genou le fait terriblement souffrir et il rate encore quelques matchs à cause de plusieurs inflammations. Sauf qu'en 2021, toujours avec l'Udinese comme par magie, il retrouve son meilleur niveau et sort une saison exceptionnelle. Vraiment, il peut jouer ailier, numéro 9 en soutien, peu importe. Il brille partout sur le terrain. Impliqué dans 18 buts en championnat, Gérard est de retour, ça fait plaisir, mais encore une fois, ça ne va pas durer longtemps. Che ho fatto l'infortunio con il Napoli la ultima partita, però il ginocchio si è fatto molto male, le strutture del ginocchio stanno a recuperare. Le 12 novembre 2022, alors qu'il vient de claquer 6 passes D sur les 9 premiers matchs de Serie A, son genou refait des siennes encore, il tente de revenir 2 mois plus tard, mais le genou relâche encore plus violemment. L'opération est inévitable, elle a eu lieu il y a quasiment 1 an et demi. L'Espagnol n'est toujours pas revenu sur les terrains depuis. On est donc potentiellement sur une fin de carrière à 28 ans. Gérard l'a d'ailleurs évoqué dans une interview, c'est tellement violent alors qu'il semblait épanoui et enfin à son meilleur niveau en Italie. Voilà pourquoi il a complètement sa place dans cette liste, même si c'est pas vraiment du même niveau qu'un Reus ou qu'un Eduardo à l'époque. J'avoue que je parle de lui aussi parce qu'il m'avait tapé dans l'œil sur FIFA 14 et que du coup je suivais sa carrière un petit peu de loin, toujours avec l'espoir qu'il puisse exploser quelque part. L'espoir a failli avoir lieu, mais faute de blessures et d'un genou de plus en plus capricieux, l'Espagnol pourrait bien finir sa carrière sur un banc d'opération. Referee stopped the game and Deulofeu's going to need treatment here. Just there. Oh, I'm afraid that's a bad one, Peter. Encore un petit cocorico, c'est le 3e français de la vidéo. J'abuse un peu là-dessus, mais l'histoire de Philippe Kristanval vaut la peine d'être connue. Lors de l'Euro 2000, parmi les remplaçants qui ne sont pas retenus dans le groupe de l'équipe de France, on retrouve ce jeune défenseur de 21 ans, déjà l'un des piliers de la défense de Monaco, qui vient d'être sacré champion de France. Kristanval est grand, rapide, facile avec le ballon, c'est un vrai défenseur moderne que l'on compare déjà avec les plus grands. Il est tellement fort d'ailleurs que le Barça en fait l'une de ses priorités et envoie presque 20 millions d'euros sur lui en 2001 avec les clés du camion dans la poche. Dans une équipe où beaucoup de Français ont fini par se casser les dents, Blanc, Déhu, Petit ou Dugarry comme exemple, lui se fait une place, légère certes, mais une place quand même, et dispute presque 40 matchs avec l'équipe catalane. Là, vous le voyez venir gros comme une maison. Après une Coupe du Monde où son statut de remplaçant sera déjà assez dur à encaisser pour lui, une fragilité au quadriceps va peu à peu l'écarter du groupe de Barcelone. Remplaçant, blessé, sans rythme, Kristanval est mis de côté et son tempérament plutôt tranquille, que certains qualifient même de nonchalant, ne joue pas du tout en sa faveur. En 2003, après sa première saison vraiment blanche, il tente de relancer la machine à l'OM où le brassard de capitaine lui est promis. Mais la situation ne va faire qu'empirer, enchaînant les blessures, les retours manqués et les épisodes de vide complet. L'ancien espoir ne compte même plus dans la rotation, alors qu'il était censé devenir l'un des cadors de l'équipe de France. Le voilà désormais sur le banc, à l'OM mis de côté, sans disputer aucun match en 2004-2005. Après un passage à Fulham en Première Ligue entre 2005 et 2008, où ça se passe un tout petit peu mieux, il arrête sa carrière à 29 ans, loin de tout ce qu'il avait miroité. Je l'ai dit, il n'y a pas que les blessures qui l'ont stoppé, certains lui reprochaient une certaine suffisance sur le terrain, alors qu'il avait tellement de potentiel dans ce poste de libéraux. C'est dommage pour lui, ça a été dommage pour l'équipe de France. C'est pas le nom le plus connu parmi les Français passés par le Barça, donc ça me paraissait plutôt logique aussi de mettre en avant sa carrière dans cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui ressemble un petit peu à celle sur les destins brisés à l'époque que j'avais faite, même si les noms ici sont un petit peu plus connus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des retours aussi sur les noms dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire. Donc voilà, nous on va se retrouver comme d'habitude la semaine prochaine, lundi 18 h pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous cette semaine, c'était encore une fois un plaisir. Ciao.